Les Lefèvre de Batiscan. Chapitre 24. Enfin le mariage. Tous étaient là, réunis devant la chapelle du fort Latouche-Champlain. Jeanne Cerisier et son époux François Duclos recevaient les invités qui entraient s'installer dans la chapelle. Gabriel, un peu en retrait, conversait avec Nicolas Duclos, qui était habillé comme ne l'avait jamais vu son ami jusqu'ici. C'était là le travail du tailleur d'habits Guillaume Chartier dit Robert. Son expertise se révélait une réussite sur Nicolas et sur le père de la mariée, François Duclos. Dame Jeanne Cerisier portait une robe toute neuve avec un grand collet blanc brodé qui lui enveloppait les épaules. Un bonnet, brodé de la même façon que le collet, ornait sa coiffure. Gabriel, quant à lui, avait également acheté de Guillaume un pantalon noir qui lui seyait parfaitement. Louise avait insisté pour qu'il porte sa veste à wampum pour la cérémonie. Ses bottes en cuir brossé qui montaient jusqu'au-dessus des genoux lui donnaient un air important, souligné par le port de ses cheveux châtains qu'il avait laissé pousser depuis son arrivée au Canada et qui, attachés derrière sa tête, tombaient au haut de son dos. La femme de Joseph, l'Algonquine, lui avait serré au cou un collier formé de 3 rangées de petits bâtons de bois foncé, avec au centre une mince pièce ronde d'ivoire, placée directement sous son menton. L'effet était étonnant. Gabriel Lefèvre dit la taille, originaire de l'Île-de-France, Paris, était maintenant un vrai Canadien, résultant du métissage de 2 cultures très différentes. Un gros foyer en retrait gardait la chapelle relativement chaude. Lorsque la mariée s'avança au bras de son père, toute l'assemblée ne put s'empêcher d'applaudir tellement elle était belle, et la rougeur qui s'ajoutait sur ses joues à ce moment-là la rendit encore plus adorable. Gabriel était radieux en la voyant s'approcher. Le missionnaire et curé Claude Volant de Saint-Claude, dont la mère Françoise Radisson était la sœur de Pierre-Esprit Radisson, explorateur et compagnon de Médard Chouard de Groseilliers, leva les bras signalant le début de la cérémonie. À la fin de celle-ci, le curé Volant inscrivit le nom des nouveaux mariés, de leurs parents et de certains invités faisant office de témoins pendant que la foule d'amis ressortait de la chapelle pour probablement aller fumer une pipe en attendant. La fête qui suivit dans la maison Duclos de Batiscan fut mouvementée, joyeuse et assez tapageuse tout l'après-midi. Madame de Grandmaison n'avait pu se joindre à la fête, mais son fils Chavigny, accompagné de son épouse Antoinette Poussant, était présent. Comme Louise insistait pour dormir dans sa nouvelle maison le soir même, le couple s'éclipsa pour se rendre à la maison des Lefèvre-Duclos. Les invités avaient, évidemment, passé des remarques amusantes et surtout insinuantes sur l'insistance de Louise, ce qui ne l'avait pas embarrassé outre mesure. Ils partirent donc par la piste de la forêt, accompagnés du jeune chien-loup que Gabriel avait laissé, le matin, à la maison Duclos. Arrivé devant la porte, Louise dit « Attends, mon chéri !» et elle sauta dans ses bras. Cette fois-ci, Gabriel l'attrapa fermement, sans risquer de l'échapper, ce qui fit éclater de rire et de satisfaction la jeune femme. Maintenant, porte-moi dans ta maison, qui sera désormais aussi la mienne, et où nous serons heureux pour le reste de nos jours. Et elle l'embrassa avec beaucoup plus de passion qu'auparavant. Gabriel, dont les genoux risquaient de fléchir, leva le loquet et pénétra dans la maison, repoussant la porte du pied, qui vint se fermer sur le nez du chien. Celui-ci se coucha devant la porte. La veille, Louise et son frère Nicolas étaient venus installer le matelas de plumes, les oreillers et la courtepointe dans le lit à baldaquin. Ils avaient également installé des rideaux autour du lit qu'ils avaient achetés avec des cordons de cuir tressés à chacun des montants aux 4 coins du lit.
Gabriel, qui n'avait pas couché à la maison la nuit précédente, en fut agréablement surpris et félicita sa femme pour son goût exquis. Celle-ci le fit s'approcher du lit et lui montra les 2 oreillers au centre desquels étaient brodées 2 fleurs entourées de petits cœurs rosés. Gabriel embrassa sa femme pour marquer sa satisfaction. Se rendant enfin compte que la maison était froide, il installa un bon feu dans l'âtre pendant que Louise préparait le repas pour 2. Gabriel s'assura que son chien avait de la nourriture pour la nuit. Il sortit ensuite de sa malle de marin 2 grandes chandelles qu'il s'était procurées lors de son premier voyage à Trois-Rivières, où François Duclos lui avait présenté Chouart des Groseilliers. Il installa les chandelles, allumées au centre de la table, dans de petits chandeliers en bois qu'il avait fabriqués avec son couteau-croche. Louise lui sauta au cou, lui démontrant sa joie pour cette pensée charmante. « Est-ce là les 2 seules chandelles que nous avons? » demanda-t-elle. « J'en ai 2 autres dans la malle, » répondit-il. « Parfait, » dit-elle en souriant. Quelques jours auparavant, Gabriel avait décidé qu'il fallait plus d'1 chaudière de métal dans sa maison. Il en avait donc soustrait 2 autres de son équipement de traite et les avait empilées les unes dans les autres à droite de la porte. Lorsque Louise eut terminé la préparation du repas, il prit une plaque de bois d'érable, la plaça sur la table et y déposa le petit chaudron de fonte qui contenait la nourriture. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda Louise. « J'ai besoin du feu, » répondit-il sans plus. Il accrocha le gros chaudron de fonte sur le feu, ramassa les 3 seaux et sortit les remplir pour ensuite les verser dans le chaudron. Il retourna chercher 3 autres seaux qu'il déposa près du foyer pour que l'eau absorbe de la chaleur. « J'espère que t'as pas envie de me noyer, » remarqua sa femme en riant. « Tu m'as surpris avec le lit. Je vais essayer de te surprendre moi aussi. On verra si j'y parviens aussi bien que toi, » répondit-il sans rien ajouter. Les 2 amoureux mangèrent côte à côte parce que Gabriel avait enlevé l'un des bancs pour y placer ses 2 chaises plus confortables. Le repas fut absolument agréable. Gabriel avait sorti un cruchon de vin qu'il s'était procuré chez Mathurin. Les jeunes mariés coupaient le vin de moitié d'eau parce que ni l'un ni l'autre n'aimaient l'effet enivrant de la boisson. Tous 2 préféraient garder le plein contrôle de leur esprit. Le vin eut quand même l'effet de rendre l'atmosphère chaleureuse. Le repas terminé, Louise vola un peu d'eau chaude et Gabriel l'aida à laver la vaisselle. Une fois ce travail terminé, Louise prit la main de son époux, le fit asseoir dans sa chaise berceuse et s'assit sur lui en passant ses bras autour de son cou. « Es-tu heureux autant que moi? » demanda-t-elle. « Je suis très heureux, » répondit-il, « mais je ne sais pas si tu l'es autant que moi. Donc ta question m'est difficile à répondre, » conclut-il en souriant. Elle posa sa tête sur son épaule et poussa de petits coups de rein pour qu'il la berce. Les nouveaux mariés savouraient le bonheur d'être ensemble dans le calme de leur première soirée. Tout à coup, Louise demanda: « T'avais pas une surprise pour moi? »« Je suis tellement bien que je l'avais oublié. Laisse-moi me lever. Assis-toi sur la chaise et ferme les yeux. Promets-moi de ne pas les ouvrir avant que je te le dise. »« Promis, je le jure, » répondit-elle. Assise dans la berceuse, elle entendit Gabriel qui tirait quelque chose jusqu'à ce qu'il arrive entre la table et le foyer, lui semblait-il. « Tu peux ouvrir les yeux. » Elle aperçut un grand meuble lustré, très beau, en bois, qui ressemblait à une grosse cuve allongée. « C'est très beau, Gabriel, mais c'est quoi? »« Ça, c'est ce qui s'appelle en France une baignoire, et ça sert à prendre un bain. » Sur ce, il attrapa le gros chaudron de fonte, rempli d'eau chaude, et en versa le contenu dans la baignoire.
Il attrapa une des 3 chaudières d'eau tiède et la déposa tout juste à côté. « Le bain de madame est prêt, » dit-il en s'inclinant cérémonieusement. « Mais je peux pas rentrer là-dedans tout habillé, » émit-elle doucement avec une ébauche de sourire. Justement, excuse-moi, évidemment, je voulais dire... »« Mais tu vas me voir toute nue » s'exclama-t-elle. « Ça devrait bien arriver un de ces jours, dans les prochaines semaines. »« C'est à toi de choisir le moment, » répondit-il en regardant le plafond. « Mais ça ne sera pas juste si tu me vois nu, et moi je n'ai pas le même privilège. Il me semble que la baignoire est assez grande pour 2, non? » Et elle se leva, tourna le dos vers lui et dit « Tu veux bien me détacher? » Gabriel le fit assez rapidement et lui glissa un baiser dans le creux de son joli cou. « Je vais chercher la barre de savon. »« T'as aussi du savon? »« J'ai tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. »« Je commence à le croire, en effet, » rectifia-t-elle. « Je n'en doute pas du tout, » ajouta-t-elle tout bas. Lorsqu'il revint, il vit sa femme debout près du bain qui trempait le bout d'un orteil dans l'eau. « Gabriel, c'est trop chaud !» s'écria-t-elle, et elle plaça un bras pour cacher ses seins et une main sur son sexe avant de se retourner. Gabriel échappa le savon et exprima d'une voix un peu rauque « Comme t'es merveilleuse !» Il s'abreuvait de la beauté de sa femme en restant figé sur place. « Merci, mais ajoute de l'eau froide, sinon je vais m'ébouillanter. Et dépêche-toi parce que je commence à avoir froid et je vais me rhabiller. » Gabriel courut au seau, en prit un et le vida tout de go dans la baignoire, car ça urgeait. Il brassa l'eau pour que la chaleur soit uniforme et, quoiqu'encore chaude, on pouvait facilement l'endurer. Louise y mit un pied et, satisfaite, embarqua dans la baignoire et s'assit. « C'est formidable, chérie. Viens, déshabille-toi et viens me rejoindre. » Le jeune époux ne se le fit pas dire 2 fois, et la jeune femme put, pour la première fois, contempler le physique de son mari. « Comme tu es beau, » dit-elle. « Viens vite, c'est moi qui vais te laver en premier. » Ce qui, dans l'esprit de Gabriel, indiquait qu'il allait avoir le privilège et surtout le plaisir de laver le corps magnifique de sa jeune épouse. Lorsque le chien loup entra dans la maison le lendemain matin, il vit une grande flaque d'eau à côté d'un nouveau meuble qu'il n'avait pas encore vu et 2 chandelles complètement consumées de chaque côté du grand lit où dormait encore la femme que son maître avait portée dans ses bras avant qu'il ne reçoive la porte sur le museau. Son maître avait fait un feu dans la cheminée et s'affairait à vider le meuble avec des seaux d'eau qu'il allait jeter à côté de la maison. Il partit s'étendre sur la plaque de bois sous la chaise berceuse. Chapitre 25. Une nouvelle vie. La parenté avait été assez diplomate pour laisser la journée du lendemain aux jeunes époux, ce qui avait nécessité que Gabriel remplisse 2 fois dans la journée le gros tonneau d'eau près de la porte d'entrée. Et il était encore quasiment vide le lendemain matin lorsque la famille Duclos au complet se présenta à la porte des nouveaux mariés. Jeanne Cerisier apportait une marmite pleine de fèves au lard avec 2 grosses miches de pain, ce qui fit plaisir à Louise parce qu'elle n'avait pas à préparer le petit déjeuner. C'était le premier repas en famille qui se prenait dans la maison du couple Lefèvre-Duclos. Gabriel ressentit un lien d'appartenance qui n'existait pas 2 jours plus tôt. Il découvrit qu'il était parfaitement heureux pour la première fois de sa vie. Durant l'avant-midi, arriva Joseph, sa femme et ses 2 enfants, ce qui acheva d'emplir de bonheur le cœur de Gabriel. Les femmes se mirent à travailler dans la maison. Jeanne avait bien remarqué la cuve de bois qui dépassait un peu dessous le lit, mais n'en avait pas passé de remarque avant que les hommes ne soient sortis. Elle tira alors la cuve de sa cachette et demanda à sa fille « Veux-tu bien me dire ce que c'est que cette grande cuve? »« C'est une baignoire, » répondit Louise en prenant un air de connaisseuse. « Une baignoire? Ça sert à quoi? »
Ça sert à se laver en prenant un bain. Tu remplis d'eau chaude, tu t'assois dedans et tu te laves. Et tu l'as essayé? Demanda sa mère incrédule. Une fois en arrivant des noces et 2 fois, non, 3 fois hier. 3 fois hier? Comment pouvais-tu être aussi sale? Nous n'étions pas sales, mais c'est très agréable de prendre un bain avec son mari. Tu prends un bain avec ton mari? Bégaya-t-elle. Bien sûr, voyons, nous sommes maintenant qu'une seule chair. T'as pas entendu le curé volant? Oui, bien sûr. Mais, dit-elle songeuse, ton mari, il pourrait m'en fabriquer une baignoire? Faudrait le lui demander, répondit Louise pour le taquiner. Jamais je ne pourrais, j'oserais pas. Je vais en parler à ton père. T'en fais pas, je m'occupe de le demander à Gabriel. Au repas du midi, tout le monde était attablé et mangeait en papotant de choses et d'autres, quand, à brûle-pourpoint, Louise lâcha. « Ah oui, avant que je l'oublie, Gabriel, ma mère voulait savoir si tu voulais lui fabriquer une baignoire comme la nôtre. » Jeanne manqua de s'étouffer avec la bouchée de nourriture qu'elle se préparait à avaler. Louise dut lui taper dans le dos pour qu'elle récupère. « Ça devrait être possible, » répondit simplement Gabriel. « Je vais voir avec Mathurin et je vous en donnerai des nouvelles, ma chère belle-mère. » Jeanne, les yeux ronds, regardait son gendre qui trouvait le sujet tout naturel. « Tu vois, maman, » dit Louise, « ça n'était pas tellement compliqué et surtout pas une raison de t'étouffer. » Dame Gitelot leva et secoua la main pour qu'on la laisse tranquillement terminer son repas. François Gitelot demanda « C'est quoi cette baignoire? » Jeanne s'étouffa encore une fois. Louise éclata de rire et se leva pour lui taper une 2e fois dans le dos. « Maman va t'expliquer en entrant à la maison, » dit-elle à son père. Et elle ajouta, « Gabriel faudra faire la sienne un peu plus grande que la nôtre. » Sa mère lui appliqua une tape sur une fesse et la poussa vers sa place. « On dirait que les femmes s'amusent, » remarqua François Gitelot en retournant son attention à son assiette. Le reste de l'après-midi fut tout aussi agréable. Les enfants jouèrent dans la neige avec le chien pendant que les hommes Gitelot construisaient un corridor en pieux debout et à toit incliné devant la porte d'entrée de la maison. Le corridor fut construit assez large pour y placer le gros tonneau dans lequel Gabriel ramassait l'eau. On y installerait une 2e porte d'entrée. Gabriel croyait que cela ferait une bonne différence pour garder la chaleur dans la maison et un bon abri pour enlever et accrocher les raquettes avant d'entrer chez lui. Comme d'habitude, le père et le fils Gitelot préféraient travailler ensemble, de sorte que, pendant ce temps, Joseph montrait à Gabriel comment fabriquer une traîne sauvage en latte de bouleau qui lui servirait pour ramener ses prises de sa ligne de trappe. Il courbait les parties avant des lattes en les chauffant à la vapeur avant de les plier. Il s'était installé un support pour placer une chaudière de métal pleine d'eau sur un feu que le jeune trappeur prenait soin d'entretenir. Pendant qu'ils étaient tous occupés à travailler, on vit approcher les voisins cadottes qui venaient eux aussi visiter les nouveaux mariés. Catherine portait son bébé dans les bras, tandis que Mathurin tirait un petit traîneau derrière lui. « Salut la compagnie! » cria-t-il en arrivant près des hommes. Chacun salua le couple qui entra dans la maison. Mathurin portait un colis qu'il avait pris sur son traîneau. Le colis était un chaudron de ragoût de plusieurs gibiers, principalement de perdrix, baignant dans une sauce brune épaisse. On n'avait qu'à placer le chaudron sur le feu et le laisser mijoter quelques heures. Le souper arrivait par livraison, ce qui n'était pas tellement fréquent à l'époque. Catherine sortit également du colis un gros pot contenant ce qu'elle présentait comme un mets du Poitou, dont son époux lui avait révélé la recette. Ce pâté s'appelait des rillettes. C'était son cadeau pour la nouvelle mariée, et elle lui remit le pot que Louise accepta avec joie et ne put s'empêcher de proposer que tous goûtent au nouveau mets Poitevin. Une femme de plus s'ajoutait donc au papotage du groupe, et Mathurin décida de rejoindre les hommes à l'extérieur.
Gabriel en profita pour faire une entente avec lui. Le prenant à l'écart, il lui demanda « Dis-moi, Cadette, serais-tu prêt à me fabriquer un autre demi-tonneau comme le mien, mais un peu plus gros? Je te donnerai la prochaine peau d'ours que je tuerai. Une peau d'ours, ou encore mieux, un autre dindon sauvage. C'est d'accord, je m'y attaque cette semaine. Merci, mon ami. Tu me rends un fier service, mais n'en parle à personne, s'il te plaît. Vu la taille, dit-il. Et Gabriel retourna rejoindre Joseph pendant que Cadotte se dirigeait vers les Duclos, qui en était à installer la toiture inclinée vers l'avant. L'après-midi se termina par des embrassades et la visite retourna chez elle. La traîne sauvage était accrochée au mur intérieur du nouveau corridor d'entrée avec les raquettes et Gabriel se proposait d'y installer une porte le lendemain. En entrant, il retrouva la cuisine toute réorganisée au goût de Louise, selon les suggestions des autres femmes, améliorant ainsi la facilité d'accès à tout ce dont elle avait besoin. Il ne lui manquait que le rouet et le métier, mais elle n'en aurait pas besoin avant l'hiver suivant. L'entité couple Lefebvre-Duclos était née officiellement dans leur réseau social cette journée-là. Une nouvelle vie commençait pour Gabriel et Louise. Chapitre 26. L'ours ou le dindon. Gabriel travaillait à la fixation de la porte qu'il avait assemblée durant tout l'avant-midi, quand son attention fut attirée vers l'orée du bois près de la rivière. 4, ou plutôt 5 objets ronds et foncés s'avançaient tranquillement sur la neige à travers les arbres vers la clairière près de la rivière. Il se rendit compte que c'étaient des dindons sauvages qui revenaient au même endroit que la dernière fois. Il entra dans la maison et décrocha son fusil au-dessus de l'âtre. « Que se passe-t-il? » demanda Louise en le regardant. « Des dindons qui approchent. Je dois en tuer un pour donner à Mathurin en échange de la baignoire qu'il fabrique pour ta mère. »« Attends, c'est à mon tour de tirer un gibier, » dit-elle en attrapant son capot. « Tu peux? » s'étonna Gabriel. Sa femme le regarda d'un air de dépit et lui tira la langue en lui enlevant le fusil des mains. Elle ouvrit la porte sans faire de bruit et s'avança dans le corridor d'entrée doucement, jeta un coup d'œil vers l'orée de la forêt, épaula et tira quasi au même moment. Elle se retourna, rendit le fusil à Gabriel en disant « Tu peux aller chercher le dindon, c'est le plus gros des 5 qui est tombé. Mathurin sera content. » Et elle entra dans la maison. Gabriel, éberlué, regarda la porte se refermer derrière elle. Ne pouvant y croire, il partit au trot vers l'endroit où s'étaient tenus les dindons. Il y trouva le plus gros coq qu'il avait jamais vu jusqu'à maintenant. Ahuri, il s'aperçut que la balle avait fracassé la tête du dindon. Il regarda vers la maison et se branla la tête. Ce coup de fusil lui semblait impossible. Et pourtant, il l'avait vu, de ses yeux vus. Sa femme le réussit sans même sembler viser. Entrant dans la maison, il déposa le dindon sur la table, regardant sa Louise en lui montrant la tête fracassée. « Ben quoi? » lui dit-elle. « T'aurais pas voulu que j'abîme la chair de la poitrine? » Et elle continua son travail. « T'es vraiment une championne du tir au fusil. Depuis quand tu tires? » demanda-t-il en passant ses bras autour de sa femme et le tirant de reculons vers lui. « Bof, depuis que je suis assez grande pour tenir un fusil. Mon père s'assure que tous ses enfants sachent tirer. C'est normal, non? » demanda-t-elle en le regardant au-dessus de son épaule. « Tout ce qui semble normal chez les Canadiens ne l'est pas du tout chez les Français, ma belle et merveilleuse épouse, » lui dit-il en l'embrassant. Louise se retourna, entourant ses bras autour de son cou, et le repoussa doucement jusqu'au lit en continuant de l'embrasser. Évidemment, tout ce qui était normal pour une Française n'était pas nécessairement anormal pour une Canadienne, dut conclure Gabriel. L'installation de la porte d'entrée fut retardée quelque peu, et Louise dut s'occuper de nettoyer l'oiseau pour que la table soit dégagée à temps pour le souper. Ce ne fut qu'un simple petit remaniement de l'agenda, sans conséquence autre que très personnelle aux deux époux. Le lendemain, Gabriel demanda à Louise si elle voulait l'accompagner chez Mathurin.
« J'aimerais bien, mais j'ai trop de besogne. Salut Catherine de ma part et dis-lui que j'irai bientôt prendre la recette de ses rillettes. Elles sont délicieuses. » « Je n'aime pas beaucoup te laisser seul, » avoua Gabriel. « T'inquiète pas inutilement, j'ai ton pistolet accroché à la dépense, tu te souviens? »« Tu sais tirer aussi du pistolet, » s'étonna-t-il. Louise ne fit que le regarder en lui faisant un air voulant clairement dire « Petit gars, qu'est-ce que tu crois? » Gabriel embrassa sa femme sur le front, ce qui lui paraissait beaucoup moins risqué s'il voulait s'assurer de sortir, attrapa son fusil et traversa le corridor d'entrée en sifflotant. « Sois certain de revenir pour souper, sinon je serai inquiète, » entendit-il, suivi d'un éclat de rire argentin. Il décida d'acheter un deuxième fusil aussitôt que possible. Il alla prendre le dindon dans sa cabane de pieux et partit pour la terre à Cadotte. Traversant le bois sur sa route, il marchait tranquillement comme le lui avait enseigné Joseph en prenant soin de tout voir autour de lui. Son chien loup marchait comme toujours à sa droite. Il eut l'impression de voir de la buée sortir d'un trou dans la neige un peu plus loin à sa gauche, au pied d'un énorme tronc d'arbre renversé. Le chien regardait le même point sans bouger. Il s'arrêta, s'accroupit, la main sur le cou de l'animal. Il sentait que le chien n'attendait que son signal pour s'élancer. Il se plaça en position de tir et donna l'ordre « Va chercher !» Le chien partit en sautant dans la neige jusqu'au trou où il se mit à grogner rageusement sans risquer de trop s'en approcher. Gabriel vit un mouvement venant du trou et le chien sautant vers l'arrière, l'écrou sortit et grognant de plus belle. Un gros ours noir apparut en s'ébouriffant de la neige qu'il couvrait. Gabriel épaula rapidement et tira l'ours direct au cœur. Celui-ci bondit vers le chien qui esquiva l'attaque et reprit sa position, l'écrou sorti, le poil du dos hérissé, couvert de sa queue arrondie, prêt à sauter sur l'ours. Ce dernier chancela et s'écrasa devant le chien. « Paix !» cria Gabriel, qui ne voulait pas que le chien attaque. Le chien garda sa position en attendant son maître. Gabriel vida l'animal et parvint, difficilement, à hisser la carcasse sur le surplomb formé des grosses racines de l'arbre renversé où la viande ne pouvait pas chauffer, et il reprit sa route vers la maison de Mathurin. Entrant dans la cuisine d'été, il l'aperçut en train de travailler sur la baignoire. Le travail avançait bien. « Salut, Cadotte, je viens voir si tu préfères un ours ou un dindon. T'as pas spécifié la commande, » dit Gabriel en lui serrant la main. « Comme j'ai pas encore eu le temps de t'enseigner comment chasser l'ours l'hiver, je vais être obligé de te commander un dindon, » répondit celui-ci. « D'accord. Alors ton dindon, il est pendu à l'extérieur de la porte derrière moi. Mais je peux pas rester plus longtemps. Je suis venu t'emprunter ton traîneau si tu veux. »« Pas de problème, mon ami, il est devant la maison. Mais tu me feras pas l'affront de partir sans fumer une pipée. »« Ah non, porte le dindon à ma Catherine. Elle sera heureuse de te voir. » Et il se dirigea vers la sortie de la cabane. « Au fait, » ajouta-t-il, « t'as besoin de mon traîneau pour quoi? Pour ramener chez moi l'ours que j'ai tué en venant ici? » Mathurin figea sur place. « T'as tué un ours? Ben là, tu m'embouches un coin. Mais je préfère le dindon. Je tue des ours, mais jamais de dindon. » Décrochant le gibier de la porte, il remarqua la tête fracassée. « Beau coup de fusil! Je te félicite, dit-il. »« C'est Louise qui l'a tiré, à 50 pas, » répondit Gabriel. Mathurin se retourna pour vérifier s'il ne plaisantait pas, reporta les yeux sur la tête du volatile et revint aux yeux de Gabriel. Il laissa échapper un sifflet d'admiration, ajoutant « Eh bien, mon vieux », et se retourna pour prendre la direction de la maison sans rien ajouter. Gabriel avait fait le message de Louise à Catherine, et Mathurin avait insisté pour venir l'aider à débiter son ours et le charger sur le traîneau. Le jeune chasseur lui avait offert de la graisse, mais Cadotte avait décliné, disant qu'il en avait en masse pour l'hiver. Gabriel lui promit de rapporter le traîneau dans quelques jours. « Quand tu reviendras le porter, arrive assez tôt le matin pour qu'on ait le temps de t'en construire un.
Tu pourrais ramener ta Louise assise bien à l'aise dans celui-ci et la ramener aussi à l'aise dans le tien après la journée. » Arrivée à la maison, Louise fut ravie d'augmenter sa réserve de graisse. Elle avait maintenant du travail pour sa soirée après avoir terminé la vaisselle. Gabriel lui promit de l'aider, mais elle rétorqua qu'il serait préférable qu'il se repose un peu en fumant sa pipe sur sa berceuse et sirotant un bon thé. « On ne sait jamais, » dit-elle, « un imprévu pourrait exiger des efforts. » Il alla pendre les nouvelles pièces de viande dans sa cabane de pieux. Durant la soirée, au moment où il se berçait tranquillement, ses yeux tombèrent sur la pierre amovible devant son foyer. Il se rendit compte qu'il avait oublié de montrer sa cachette à son épouse. Louise était en train de recouvrir ses casseaux de graisse avec les casseaux voués à cet effet. « Quand tu aurais terminé, mon amour, j'ai un secret à te dévoiler qui m'est sorti complètement de la tête depuis notre mariage et que je viens de me rappeler, » lui dit-il. « Si tu m'annonces que t'es déjà marié en France, je t'étripe drette là, » répondit-elle, les poings sur les hanches. Puis elle éclata de rire au visage dépité que lui faisait son Gabriel, lui soufflant un baiser et reprit son travail. Gabriel se leva et alla enlever la pierre plate devant l'âtre et dit « Viens voir de quoi je parle. Il faut que tu sois au courant de notre situation réelle pour organiser notre vie adéquatement. » Elle s'approcha et vit la cassette en métal cachée dans le trou sous la pierre que Gabriel avait enlevée. Gabriel lui dit de l'ouvrir. Elle ramassa le coffret, l'apporta sur la table, l'ouvrit et tomba assise sur la chaise que Gabriel venait d'approcher. « Mais c'est une fortune !» déclara-t-elle, et elle en sortit les écus d'or et d'argent et compta le pactole. Elle y trouva 48 écus d'or et 132 écus d'argent. Elle remit aussitôt le magot dans le coffret et dit « On ne doit rien dire à personne, mon Gaby. La cachette est excellente. Replace-y le coffret. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? »« Personne, sauf toi maintenant, » répondit Gabriel. « Parfait, dit-elle. Nous sommes plus en sécurité que je ne le croyais. Tu sais que ceci signifie que nous n'aurons jamais à emprunter d'argent à quiconque. T'es vraiment un homme plein de surprises, mon chéri. Nous allons pouvoir former une belle famille qui vivra à l'aise si nous administrons bien ce que nous avons. D'ailleurs, nous n'aurons pas de difficulté à créer un certain revenu avec les fourrures que tu rapporteras. La terre nous fera très bien vivre, ajouta-t-elle. Gabriel fut rassuré sur les dispositions financières de son épouse, et effectivement, il est impossible de trouver dans les archives une note qui prouverait que la famille de Gabriel Lefebvre d'Île-à-Taille ait eu une dette envers qui que ce soit. Chapitre 27. Le jésuite. Le chien-loup de Gabriel avait finalement atteint sa pleine grosseur. Il était devenu encore plus gros et plus fort que celui de Joseph. Sa queue relevée sur son dos n'avait été contestée qu'une seule fois pour le chien-loup de l'Algonquin. Le problème fut rapidement résolu, à savoir lequel des deux était l'alpha, et la queue resta retroussée. Lorsqu'il était attelé au traîneau, très peu de charge restait sur place. Ce chien-loup refusait d'être attaché, de sorte que sa capacité de tirer le traîneau était phénoménale. Lorsque la baignoire de Jeanne Cerisier fut terminée, on l'installa solidement sur le traîneau de Gabriel, auquel Joseph et lui attelèrent les deux chiens. Celui de Gabriel fut placé devant celui de Joseph. Il était impossible de faire autrement. C'est ainsi que François Duclos, un certain avant-midi, vit arriver chez lui, sur un traîneau tiré par deux chiens-loups, une grande cuve de bois bien polie, qui fut reçue par sa femme avec beaucoup de gratitude. Malgré les explications que lui avait déjà fournies Jeanne Cerisier, François étudiait l'instrument d'un œil très critique lorsqu'il aida à le rentrer dans la maison. « Ça va prendre la place enceinte pour chapeau, grommela-t-il. Ce n'est que 3 jours plus tard, arrivant à l'improviste comme toujours chez sa fille Louise, qu'il raconta combien il appréciait cette fichue baignoire et qu'il en remerciait son gendre. « C'est comme si je vous rajeunissais de 10 ans quand je débarque de cette cuve-là, dit-il.
Louise avait jeté un coup d'œil à son mari avec un petit air entendu, doublé d'un sourire un peu ironique. « C'est excellent pour faire relâcher les muscles tendus à la fin d'une journée de travail, » ajouta Gabriel. « Ma belle-Jeanne l'apprécie également énormément, » ajouta son beau-père en prenant une gorgée de café. « As-tu relevé tes pieds ce matin? » s'enquit-il ensuite, ne voulant pas trop élaborer sur le sujet. « Bien sûr, le beau-père, » répondit Gabriel. « J'ai pu encore tuer un beau gros lynx qui me volait un lièvre. J'ai aussi attrapé un pécan. Il semble qu'il poursuivait un lièvre, et c'est lui qui s'est pris dans le piège. Le lièvre avait dû sauter par-dessus. Je dois aller apprêter ses peaux tantôt, » l'informa le jeune homme. Regardant sa fille avec attention, François remarqua: « Coudonc, ma belle Louison, on dirait que le mariage te va bien. Il me semble que t'as changé dernièrement. » « Je voulais attendre pour annoncer la nouvelle à la famille, mais comme je l'ai déjà appris à mon mari, je t'annonce, papa, que tu auras un petit-fils ou une petite-fille à la fin de l'année, » lui dit-elle avec un grand sourire plein de bonheur. « Un bébé à ma fille Louison » s'écria le futur grand-père en sautant sur ses pieds et attrapant la jeune femme dans ses bras, comme lorsqu'elle avait l'habitude d'y sauter les années précédentes, et il se mit à danser d'allégresse avec sa Louise dans les bras. Celle-ci riait de bonheur à la joie de son père. « Hé, le beau-père, attention à pas étourdir le bébé !» laissa tomber Gabriel en riant, mais on voyait qu'il était un peu inquiet. Déposant sa fille, François se retourna vers son gendre et s'exclama: « Toi, fils, viens ici que je te serre dans mes bras. » Et attrapant le futur père, il l'enserra, le souleva et se mit à tourner sur lui-même. Gabriel n'en revenait pas de la joie de son beau-père. Il constata également que la poigne de cet homme de 60 ans était incroyable. Après une dernière pipée et un café, les deux hommes sortirent pour aller travailler sur les pots dans la cabane de pieux. Dans le corridor d'entrée, François demanda: « Pis la toille, c'est-tu plus chaud dans la maison avec cette rallonge du devant? »« Ça fait une bonne différence, le beau-père. La maison refroidit pas mal moins vite lorsqu'on se couche. »« Je vais peut-être faire la même chose chez moi l'automne prochain. Je trouve l'idée bonne, et surtout, ça fait du rangement pour les raquettes des visiteurs, » dit-il en sortant. Lorsque Gabriel eut refermé la porte derrière lui, il vit François appuyé sur son fusil, regardant vers la forêt du côté du fleuve. Personne n'arrivait jamais de ce côté-là, de sorte que Gabriel fut étonné de voir deux hommes chaussés de raquettes s'approcher. « Je pense à reconnaître François Lafondy-Mongrain, » l'informa François. « L'autre me semble être un jésuite. C'est probablement le père Afix. »« As-tu un écu dans tes poches? » demanda-t-il. « Je rentre en chercher un, » répondit-il, et il ressortit assez rapidement pour entendre son beau-père. « Salut Lafond, bonjour le père Afix. C'est sûrement Providence qui vous envoie vers nous en ce beau matin ensoleillé, » demanda-t-il. « Salut Duclos, » répondit Lafond. « Bonjour mes enfants, » ajouta le jésuite. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter mon gendre Gabriel Lefebvre dit Latoy. Gabriel, voici le révérend père Pierre Afix, procureur des Jésuites, accompagné de mon grand et illustre ami Pierre Lafondy-Mongrain, » enchaîna François Duclos. « Illustre, tu meurs un peu épais, mon cher François. Monsieur Lataille est aussi illustre que moi, crois-moi. » Et il entonna le petit refrain. « La tour prend garde, la tour prend garde. » Lafond était un colosse aussi grand que Gabriel, mais d'une charpente énormément plus massive, tellement qu'il donnait l'impression d'être trapu. Il dégageait une force physique impressionnante. Peu d'hommes devaient oser l'affronter. « Justement, à ce sujet, je voulais vous entretenir et apprendre la vraie version de l'incident, monsieur Lefebvre, si vous ne voyez pas d'inconvénient, » interrompit le père Afix. « Avec grand plaisir, mon père, » dit Gabriel, en s'inclinant comme s'il était lui-même de la noblesse.
D'autant plus que j'agirais de la même manière, vous le comprendrez rapidement, si un représentant de Dieu était ainsi offensé devant moi. Je vous prie d'entrer dans ma modeste demeure, où ma charmante épouse sera, je vous l'assure humblement, charmée de votre visite. N'en doutez pas un seul instant, mon révérend père. » Si Lafond trouvait qu'il avait beurré épais à son propos, que pouvait bien-il penser de ce laïus et des simagrées de Gabriel envers le père Raphaëx, se demandait François. Et il vit le jeune homme s'éclipser en s'inclinant et invitant de son bras tendu le jésuite de bien vouloir daigner entrer chez lui. Le père se dirigea vers l'entrée sans rien démontrer qui laisserait penser qu'il ne méritait pas une telle réception. Le père Raphaëx était bien connu des Canadiens. Il avait participé, comme l'un des aumôniers, à l'attaque contre les Iroquois en 1666 par le gouverneur Prouville de Tracy. Il maîtrisait même certaines langues indiennes. Louise, prévenue par Gabriel, l'accueillit avec cette révérence digne de la cour de France que lui avait enseignée sa mère Jeanne Cerisier. C'est là que le procureur fut quelque peu décontenancé et s'inclina cérémonieusement devant la jeune femme. « Mon révérend père, je suis ébloui par votre visite », avait accompagné sa révérence. « Ma fille, je suis grandement touché de la noblesse de votre accueil », s'était-il senti obligé de répondre. Gabriel le débarrassa de son manteau et le fit asseoir dans sa grosse berceuse. « T'es encore plus belle que la dernière fois que je t'ai vue, Louison !» s'étonna Pierre Lafond en l'embrassant sur les deux joues. Il prit place ensuite sur une des chaises près de la table. L'autre fut occupée par François Duclos, obligeant ainsi Gabriel à rester debout, ce qui lui donnait le contrôle de la situation. Le jeune maître de la maison raconta donc au père Raphaëx l'incident impliquant le caporal Latour qui s'était permis d'offenser outrageusement, souligna-t-il, sa charmante épouse. Il fit admettre par un signe de tête du révérend que la jeune et pure Louise ne méritait aucunement un tel affront. Gabriel fit également ressortir dans son récit que son grand ami, de Châte de la Corne, lui avait demandé de donner une leçon à l'impertinent tout en ne le blessant pas, puisqu'il était l'un de ses bons caporaux, ce que Gabriel s'était consciencieusement obligé d'effectuer. Gabriel répéta avec emphase qu'il aurait réagi de la même façon face à un affront d'une importance équivalente fait à un membre du clergé. « Je connais très bien Châte de la Corne, » répondit le jésuite, « car il commande les sauvages qui sont nos administrés dans la région de Montréal. Nonobstant la raison, plus que valable, dois-je le reconnaître, suffisante dans votre intervention, mon fils. La valeur morale reconnue du sieur de la Corne suffit amplement pour vous absoudre de tout blâme. Je suis heureux de connaître finalement la réelle version de cette histoire. » Il enchaîna en ajoutant « La raison exacte de ma visite chez vous, sieur Lefebvre, est au sujet de votre terre, de laquelle vous n'avez pas obtenu la concession. C'est donc afin de régler ce problème que M. Lafond dit Mongrain m'accompagne en ce jour. Je suis agréablement étonné de voir que vous avez construit une très belle maison et que votre désir de vous installer ici est, c'est assez évident, on ne peut plus sérieux. Je vous demande donc de quelle surface de terre avez-vous l'intention d'occuper? » Gabriel, toujours debout, vint se placer devant le foyer et répondit « Je ne pensais pas m'approprier plus de 80 arpents en surface, ayant 2 arpents sur la rivière, ce qui est un minimum pour faire survivre ma famille à venir, me semble-t-il, mon révérend. »« Parfaitement d'accord avec vous, » acquiesça le jésuite, « mais il est plus que probable qu'ainsi délimitée, votre terre se rende jusqu'à l'autre rive de la Batiscan, ce qui vous donnera un total de 4 arpents de frontage sur la rivière. Vérifiez sur la carte que détient Pierre Lafond. » Louise, en lui apportant une tasse de thé, fit la remarque. « Peut-on appeler frontage ce qui se trouve à l'arrière de notre terre?
Il me semble que le frontage d'une terre se trouve essentiellement à l'avant. Ne croyez-vous pas, mon révérend? Demanda-t-elle avec un charmant sourire. Les yeux de Raphaëx pétillèrent d'amusement. Vous êtes d'une logique désarmante, ma chère enfant. Il me semble bien, cependant, que vous avez parfaitement raison. Se retournant vers Lafond, dit Mongrain, et lui intima. Mon cher Pierre, prenez la note que M. Gabriel Lefebvre dit la taille est dorénavant censitaire d'environ 80 arpents sur la pointe la plus importante s'avançant dans la rivière Batiscan. La dite censive aura 2 arpents de frontage sur la rivière et s'étendra en ligne droite jusqu'à l'autre rive, causée suite à la courbure dans le cours d'Issel. Vous pouvez en faire le tracé sur ma carte. Le sens sera d'1 denier par arpent de frontage par année et spécifiez bien le total de 2 deniers par an. La rente sera d'1 poisson sur 14 tiré de la rivière qui pourra être soit salé ou fumé pour se conserver et d'une peau d'orignal, de chevreuil ou d'ours, selon le cas, abattu à l'intérieur de la seigneurie. Est-ce que cette entente vous satisfait, mon cher Lefebvre? Cela répond exactement à mes souhaits, mon révérend père, répondit Gabriel. Je vous remercie de votre générosité. C'est toujours un plaisir d'acquérir d'aussi excellents censitaires de votre trempe, jeune homme. Si mes renseignements sont exacts, vous avez un voisin du côté de la rivière, continua-t-il. Et un excellent voisin, mon père, répondit Gabriel. Je n'ai jamais vu homme aussi travaillant et aussi adroit. Je suis convaincu qu'il sera heureux de votre visite. C'est alors qu'on entendit une voix d'homme criant à l'extérieur. « Oh là, la taille! Ne me dis pas que t'as pas encore commencé ta journée de travail! Ça n'a pas aucun bon sens d'être aussi paresseux! Attends un peu que j'arrive pour te faire perdre le reste de tes mauvaises habitudes françaises, mon Lascar! » Et la porte s'ouvrit brusquement sur Mathurin, qui resta figé devant tous ces hommes qu'il ne s'attendait pas à trouver. Attrapant sa tuque dans ses mains, il balbutia. Excusez-moi, et les mots se bloquèrent dans sa bouche. Il venait d'apercevoir le jésuite assis dans la berceuse. « Et voilà l'homme dont je vous parlais, révérend, » informa Gabriel. « Mathurin Cadotte, 10 Poitvin, je te présente le révérend père jésuite Pierre Raphaëx. »« Je suis honoré de vous rencontrer, mon père. » parvint à dire le pauvre Cadotte. « Heureux que la Providence vous amène ici en ce moment, Cadotte, » répondit le procureur. « Cela me sauvera de quelques déplacements en raquette. J'ai à vous parler de votre censive, mon ami. Mon plus grand problème à votre sujet est le frontage sur la rivière qui longe votre terre et qui s'élève à près d'une 20aine d'arpents et peut-être plus. Je me demande comment je vais m'y prendre pour fixer votre sens. Par contre, Dame Lefebvre, ici présente, m'a fait percevoir la logique qui pourrait m'aider à trouver la solution. Selon elle, un frontage se trouve indiscutablement à l'avant, ce qui laisse tout le reste à l'arrière, bien évidemment. Je pourrais donc calculer votre sens sur la moitié de la distance qui longe la censive en question, ce qui ne laisse pas moins qu'une dizaine d'arpents qui commanderaient 10 deniers par an. Et je crois que ce serait encore là extravagant de vous imposer un sens si onéreux. Qu'en pensez-vous, Cadotte? 10 deniers par année me serait difficile à rencontrer. Cela me semble évident, mon père. Mais si vous acceptiez 6 deniers par an, je crois que je pourrais assez facilement m'en acquitter. Et vous pourriez rencontrer une rente d'1 poisson sur 14 et d'une peau d'orignal, de chevreuil ou d'ours par an? Demanda Raphaëx. Sans aucun problème, mon révérend, répondit Mathurin plein d'espoir. Soit, Monsieur Mongrain, je vous prie de prendre note que la partie de terre située entre la censive de Gabriel Lefebvre et la rivière Batiscan est aux mains de Mathurin Cadotte, 10 Poitvin, selon les ententes que nous venons de formuler. Je crois bien, messieurs, que ma visite est maintenant terminée.
Louis s'avança rapidement en disant « Mais, mon révérend, vous ne pouvez pas partir sans casser la croûte. Je viens juste de prêter la table avec un pâté dont vous me donnerez des nouvelles. C'est un mets du Poitou dont la recette secrète m'a été révélée par la femme de Mathurin. Vous ne pouvez pas me refuser cette petite faveur, n'est-ce pas? » « Une recette secrète? » s'étonna le prêtre. « Et vous vous demandez si cela ne pique pas la curiosité d'un jésuite, ma chère dame Lefèvre. Tout secret m'intéresse, quel qu'il soit, renchérit-il avec un sourire. Allons, j'accepte votre gracieuse invitation, ajouta Pierre Raphaëx, alors âgé de 54 ans. Il tenait à savourer tout ce qu'il pourrait jusqu'à la fin de sa vie, qu'il ne savait pas être à la date du 29 août 1724, à l'âge de 89 ans.